Alors ce n'est pas les Zola non plus, je pense que les communautés universitaires dans leur ensemble apprécieront la formule et sa portée. Pour le reste, quand on parle de situations dramatiques, de quoi on est en train de parler d'établissements qui sont aujourd'hui contraints de prendre des mesures extrêmement fortes. Il arrive bien évidemment qu'il y ait un certain nombre d'événements que nous n'avons pas souhaités ou des propos très regrettables, comme ça a été le cas récemment à Paris 8, ont pu être prononcés et nous les condamnons. On demande une clarification sur les titres, sur les grades, sur les dénominations. Il y a des mots qui doivent être des mots réservés. Effectivement, université par exemple, master, il faut qu'on clarifie excessivement les choses. Et effectivement, il y a de la duperie quelque part. Bienvenue sur Totis, je reçois aujourd'hui le président de France Université, Lamri Adoui, et ses deux vice-présidents, Hélène Boulanger et Jean-François Huchet, pour évoquer tous les enjeux des universités en cette année académique 2025-2026. Lamri Adoui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de France Université depuis 10 mois, ça va bientôt faire 1 an. Vous êtes aussi le président de l'université Caen Normandie. On parle beaucoup des universités aujourd'hui, mais on oublie parfois peut-être le rôle essentiel qu'elles ont. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le rôle des universités en France ? Effectivement, l'université aujourd'hui, souvent très loin de la caricature qui en est faite, c'est une institution dynamique qui se trouve au cœur d'écosystèmes territoriaux et qui travaille sur des enjeux de dynamique, d'attractivité, d'insertion professionnelle de ces jeunes. Il y a près de 2 millions d'étudiants dans les universités françaises aujourd'hui et moi j'aime à rappeler à la fois qu'on s'occupe de leur donner des compétences, des qualifications, de s'occuper de leur insertion. Et donc quelque part, on a quand même entre nos mains une partie de l'avenir de la jeunesse de notre pays. Et puis de l'autre côté, nous hébergeons 80 à 90% de la recherche publique française, ce qui signifie qu'il s'y joue des enjeux de recherche, d'innovation. Et donc on a entre nos mains une partie de la souveraineté et de la compétitivité de la nation. Et donc si on est d'accord pour dire d'un côté que la question de l'avenir de la jeunesse du pays et que de l'autre, les enjeux de compétitivité, de souveraineté sont des enjeux importants, alors on voit la place, le rôle et les moyens qu'il faut donner aux universités aujourd'hui. Ces dernières années, la régulation de l'enseignement supérieur privé a fait beaucoup débat. Avec le boom de l'alternance, on a vu apparaître des officines, des organismes sans réelle mission académique, sans grade ni visa dans certains cas. Justement, selon vous, Lamri Adoui, quels sont les risques et quel est le principal danger à cette prolifération d'acteurs privés ? Alors, il y a aujourd'hui en France près de 800 000 étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur privé. Alors, je voudrais déjà faire la différence, le distinguo entre ce qu'on va appeler le privé lucratif que vous avez évoqué et puis le privé beaucoup plus recommandable qui est évalué, comme peut l'être une université, qui est du privé non lucratif, qui est labellisé, qui est reconnu, qui est évalué. Et donc, je veux bien faire le distinguo entre les deux. Moi, notre préoccupation, elle est de deux ordres. Elle est effectivement, et vous l'avez dit, de ne pas tromper les familles. Les prescripteurs de l'orientation, les enseignants du second degré, les parents, les étudiants eux-mêmes, évidemment, ils ont le droit de savoir vers quoi ils vont quand ils s'inscrivent dans une telle formation. Et puis deuxièmement, on est nous les garants de la qualité des formations. Et donc nous, le sujet sur l'enseignement supérieur privé lucratif, c'est qu'il nous semble qu'il nous faut de la clarification, de la clarté sur un certain nombre de choses. Par exemple, quelle est l'équipe pédagogique qui enseigne ? Est-ce qu'on a un recul suffisant pour juger de la qualité de l'insertion des jeunes? Est-ce que l'officine qui œuvre n'a pas déjà finalement abandonné des étudiants ou fermé des campus en cours? Est-ce qu'il y a un adossement à la recherche? Quand vous avez une école, par exemple, qui travaille sur l'intelligence artificielle, si vous n'avez pas d'adossement à la recherche, vos cours ils sont très vite dépassés. Et ce que je dis sur l'IA, je peux le dire sur énormément de sujets. On a besoin de cet adossement à la recherche la plus actuelle. Et donc nous, on souhaite qu'on puisse être évalué l'ensemble de ces champs, et y compris, par exemple, le fait que des établissements qui ne répondraient pas à ces critères ne puissent pas bénéficier de l'aide publique que peut être celle de France Compétences, par exemple, sur la question de l'alternance. On parlait de la confusion pour les jeunes et les familles. Si par exemple dans le métro ou dans les salons, on parle de master au lieu de master ou de bachelor, ça crée quand même une confusion. Qu'est-ce que vous demandez justement en tant que président de France Université ? On demande une clarification sur les titres, sur les grades, sur les dénominations. Il y a des mots qui doivent être des mots réservés. Effectivement, université par exemple, master, il faut qu'on clarifie excessivement les choses. Et effectivement, il y a de la duperie quelque part, et c'est d'autant plus inquiétant que souvent les familles qui sont prêtes à engager des moyens financiers qui sont importants pour des formations qui ne sont pas finalement dignes de qualité, ne sont pas forcément les familles les plus aisées, mais souvent des familles qui sont prêtes à engager énormément de moyens pour la réussite de leurs enfants. Et je trouve que c'est effectivement une tromperie
pour l'ensemble de ces prescripteurs. Et donc ce que nous on demande, c'est une régulation. Alors le projet de loi qui a été déposé par le ministre tente à s'y attaquer. On espère que ce projet de loi pourra aller au bout de sa vie parlementaire. Alors justement, ce projet de loi, il introduit 2 statuts. Le partenariat réservé aux établissements publics et privés non lucratifs, notamment les ESPIG, et l'agrément accessible à tous les établissements privés, y compris lucratifs. Est-ce que selon vous, cette évolution est souhaitable et est-ce que ça va dans le bon sens? Alors ça va dans le bon sens et on est heureux que le ministère se saisisse de cette question qui est une question importante. On aurait tendance à dire que ça ne va peut-être pas tout à fait assez loin, mais on aura nécessairement, si la loi est promulguée, des décrets d'application après, dans lesquels il faudra encore préciser un certain nombre de choses. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, l'éligibilité aux fonds publics d'un certain nombre de ces formations. C'est une première étape qui, en tout cas, est bien utile. Certains reprochent justement à ce projet de loi de s'attarder un peu trop sur le statut juridique, au lieu de parler de la qualité. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ceux qui disent finalement, on peut être privé lucratif et quand même faire de la qualité si on est CTI ou CEFDG? Eh bien, dans ces cas-là, on entrera dans le cadre, j'allais dire, de l'agrément, et donc ce projet de loi régule ce genre de choses. Il faut qu'on s'entende après sur justement les critères de qualité. C'est le genre de choses sur lesquelles il faudra que nous discutions ultérieurement. J'y reviens, la qualité de l'insertion, la qualité de l'équipe pédagogique, la qualité de l'adossement recherche, la provenance des fonds aussi peut être tout à fait quelque chose à regarder. Et donc, s'il y a une formation de qualité, elle peut effectivement avoir un agrément. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur tous les critères de qualité. L'argument des groupes privés, c'est d'accueillir des étudiants qui n'auraient pas leur place à l'université, à la fac ou dans les grandes écoles, et qui amènent justement des jeunes sur des formations professionnalisantes, effectivement sans grade, mais avec un titre. Qu'est-ce que vous répondez là aussi là-dessus? Je réponds que c'est un argument qui est dépassé, que l'université qui est là pour éveiller des consciences, pour participer à l'émancipation de notre jeunesse, est aussi là pour sa professionnalisation. Et le boom de l'alternance, on le connaît aussi dans l'enseignement supérieur public, dans les écoles, dans les universités, et qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'argument et je ne vois pas d'impossibilité de faire à l'intérieur de l'université, avec un critère de qualité et avec des frais d'inscription bien moindres, ce que ces écoles font de leur côté. Quel bilan vous tirez de Parcoursup? Est-ce que France Université estime que c'est finalement une bonne plateforme? Alors, c'est une plateforme qui s'améliore. C'est une plateforme sur laquelle les élèves trouvent, ou les étudiants en réorientation trouvent aujourd'hui un certain nombre d'informations qui n'étaient pas présentes il y a quelques années. Donc c'est une plateforme qui, de mon point de vue, se complète, y compris avec toutes les statistiques de la provenance des étudiants, des cohortes qui sont acceptées, des rangs qui sont sélectionnés. Et donc on a une idée dès le premier jour finalement des réponses de Parcoursup de la situation dans laquelle on se trouve, avec 80% de propositions dès l'ouverture de la plateforme. Et je tiens à dire que, puisque je fais la connexion avec la question précédente sur le projet de loi sur l'enseignement supérieur privé lucratif, nous avons tout intérêt à continuer à fiabiliser, à développer et à renforcer la crédibilité de cette plateforme, parce que si demain, les établissements supérieurs privés lucratifs qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas l'agrément, font un argument de vente du fait de ne pas être sur la plateforme, on verra bien qu'on aura perdu. C'est une bataille de la communication. Il faut absolument que cette plateforme continue de se renforcer, et je crois aujourd'hui qu'elle a acquis une certaine reconnaissance. On a de plus en plus aussi d'étudiants en réorientation qui saisissent l'opportunité de cette plateforme. Près de 200 000 étudiants l'an dernier ont saisi des demandes de réorientation. Et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille toujours avec le ministère sur une amélioration de la plateforme. Et justement, est-ce qu'il y a des améliorations que vous avez en tête sur Parcoursup? Nous, ce qu'on souhaite particulièrement, c'est que ce soit une zone de confiance, que ce soit un gage de qualité d'être demain sur Parcoursup, que les formations qui ne sont pas sur Parcoursup puissent être un peu stigmatisées au point de ne plus être reconnues comme un label de qualité. Ça, c'est la première chose. Et peut-être pour nous, sur la question de Parcoursup, on a un sujet dans les universités qui nous préoccupe un peu. Ce sont les statistiques d'insertion professionnelle, ce qu'on appelle Insersup, qui sont des statistiques qui ne sont pas tout à fait complètes. Et je pense que nous avons dans nos établissements d'enseignement supérieur des observatoires de l'insertion professionnelle de nos étudiants qui sont à la fois qualitatives et quantitatives et qui sont des statistiques beaucoup plus complètes. Et donc notre seule crainte aujourd'hui, ce serait que les statistiques qui sont aujourd'hui mises en ligne sur la plateforme ne soient pas tout à fait représentatives de l'insertion réelle de nos étudiants.
sur le dispositif Mon Master, qui est plus récent, lancé en 2023. Est-ce que là aussi France Université est satisfaite de cette plateforme? On a le sentiment qu'il y a des présidents ou présidentes d'universités qui se plaignent d'avoir perdu des étudiants au profit de grandes universités parisiennes. Alors, moi, je voudrais saluer quand même le travail qui est fait sur Mon Master parce qu'il faut se rappeler d'où nous venons. Il n'y avait aucune campagne synchronisée, il n'y avait aucune visibilité nationale sur les places en master. Cette plateforme donne une vraie visibilité. Nous avions des situations dans lesquelles un étudiant pouvait simultanément accepter 4 masters différents et les équipes pédagogiques découvraient à la rentrée, puisqu'il n'y avait pas de coordination nationale, qu'au moins pour 3 d'entre eux, la place était vide, alors que des étudiants qui étaient en demande s'étaient vus refuser l'accès. Et donc on a aujourd'hui une visibilité nationale, une synchronisation temporelle, et là encore une fois, je veux dire, un gage qui doit être un gage de qualité sur cette plateforme, avec toujours cette préoccupation sur l'insertion professionnelle. Et donc je pense que c'est une plateforme qui est plus récente, qui va gagner à progresser également, mais je trouve qu'on a fait un pas significatif déjà sur le cycle master. D'accord. Et sur le fait que certains présidents ou présidents d'université se plaignent justement d'avoir perdu en quelque sorte des étudiants, en quelque sorte, qu'après la licence, des étudiants en master partent dans les plus grandes universités dites mieux classées? Alors, je n'ai pas forcément ce retour, ça peut arriver effectivement ponctuellement. Je n'ai pas l'impression que... je ne veux pas qu'on confonde le thermomètre et le résultat. Le fait qu'il y ait de la mobilité étudiante entre établissements au niveau du cycle master est quelque chose qu'on connaissait déjà, qu'on constatait déjà. Je n'irai pas jusqu'à dire que la plateforme Mon Master a accéléré ce processus. Dernier sujet là-dessus, le cas des étudiants sans master, est-ce qu'aujourd'hui cela existe encore? Et si oui, qu'est-il prévu pour endiguer ce phénomène? Oui, alors sur la question des étudiants sans master, l'une des difficultés, c'est à la fois la nécessité d'offrir une poursuite d'études à des étudiants sur un cycle d'études qui en réalité est sélectif. Et donc on voit bien qu'il y a peut-être une petite incohérence en termes de communication entre ce qu'est le cycle master, qui est aujourd'hui un cycle sélectif contrairement à la licence, et cette nécessité de pouvoir poursuivre ses études. Donc je pense qu'il faut idéalement... on pourrait espérer avoir plus de places en master, mais on est extrêmement vigilant sur cette question-là parce que le but n'est pas de former des étudiants en master pour former des étudiants en master. Le but, c'est aussi qu'ils aient une insertion professionnelle. Et souvent, nous régulons les capacités d'accueil à la fois sur nos moyens, qui sont trop réduits, et à la fois sur la sortie de ces masters, par responsabilité, j'allais dire, soit pour fournir le cycle doctorat, soit pour les capacités d'insertion professionnelle de nos étudiants. Merci. On va maintenant parler de la réforme PASLAS. Donc depuis 5 ans, le système PASLAS a pris la suite de la PACES. Et actuellement, il y a une nouvelle concertation, une potentielle réforme qui s'envisage à l'horizon 2027, qui devra notamment simplifier la lecture, effectivement parfois complexe pour les familles et les jeunes, avec d'un côté le PASS, de l'autre la LAS, et dans certaines facs un système un peu hybride de licence sciences pour la santé. Quelle lecture en faites-vous? Est-ce que justement cette nouvelle réforme va dans le bon sens selon vous? Alors, la Cour des comptes avait effectivement pointé le manque de visibilité, de lisibilité de l'offre de formation à l'échelle nationale. Chaque université a fait selon ses souhaits sur cette réforme, et on concède aujourd'hui que même si on arrive à expliquer aux familles, aux étudiants la réforme, c'est vrai que la lisibilité, elle est compliquée aujourd'hui. Et donc on comprend qu'il faille, à un moment donné, clarifier un certain nombre de choses pour l'accès aux premières années aux études de santé. On aurait préféré qu'il y ait une certaine autonomie qui soit laissée aux universités, qu'elles décident chacune, par exemple, de ne plus faire coexister dans un même établissement les PASS et les LAS, ce qui donnait effectivement l'impression qu'il pouvait y avoir une voie qui était une voie royale d'un côté et une voie un petit peu plus subalterne de l'autre. Il semblerait qu'on aille vers une voie qui soit au niveau national, pourquoi pas. On est ouvert effectivement à cette réforme-là. Ce qu'on a plaidé, et je crois qu'il faut que chacun s'en rende compte, c'est qu'il faut à la fois, bien sûr, encore une fois, des moyens pour mener à bien cette réforme, mais il fallait aussi nous laisser le temps de la faire. Il fallait nous laisser le temps de la faire parce que si nous en sommes là aujourd'hui en 2025, suite à la réforme qui est finalement, vous l'avez rappelé, relativement récente, elle ne date que de 2020, c'est bien parce qu'il y a eu à l'origine un défaut de concertation et qui a fait que chacun a fait comme il l'a pu,
à un moment donné, plutôt que de prendre le temps de discuter ensemble sur les bons enjeux de la réforme. Donc il faut prendre ce temps, je vais dire naturellement. Et puis le temps universitaire, ce n'est pas toujours le temps politique. Il faut aussi qu'on s'en rende compte. Si nous voulons ouvrir une formation en septembre 2026, et on l'a évoqué ensemble à l'instant, il va falloir que cette formation soit sur Parcoursup en novembre 2025. Et novembre 2025, nous y sommes. C'est la semaine prochaine, novembre 2025. Donc je comprends bien que certains veuillent accélérer sur un certain nombre de calendriers, parce que le temps politique peut l'imposer. Mais en revanche, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut prendre le temps de cette concertation. Et donc nous sommes prêts à réfléchir dans un cadre qui sera celui de la rentrée 27. Et donc ça nous donne un petit peu moins d'un an finalement pour faire des maquettes, pour décider des modèles. On va s'y atteler et bien rappeler que c'est une réforme qui est systémique, que c'est une réforme qui impacte l'ensemble de l'université et pas seulement les filières de santé, puisque quand vous adossez par exemple des licences accès santé à des mathématiques, à de la psychologie, à des STAPS par exemple, vous voyez bien que vous touchez de façon systémique l'ensemble de l'organisation de l'établissement. Ça n'est pas une petite réforme et nous n'avons pas le luxe de la rater. Est-ce que vous regrettez que cette idée de vouloir diversifier davantage les profils avec justement ces deux voies d'accès ait pu parfois se traduire par des stratégies pour maximiser ses chances ou peut-être que là il y aura moins de candidats, donc plus facilement accès aux études de santé? Est-ce que vous regrettez un peu ce phénomène de stratégie? Alors qu'il y ait de la stratégie, ça n'est pas si surprenant. Je pense qu'en revanche, c'est pour ça que nous devons avoir une clarification de cette organisation. Il ne peut pas y avoir une voie dans laquelle vous avez par exemple dans une même université 80% de vos études qui sont consacrées à la santé, et une voie dans laquelle vous n'avez que 20 à 30%, avec des étudiants qui, pour avoir un accès à la fin, se retrouvent avec des formations extrêmement différentes, en compétition, et qui peuvent donner l'impression qu'il y a une voie dans laquelle vous êtes mieux préparé qu'une autre. Et donc ça induit une stratégie. Je pense qu'à partir du moment où on aura un modèle qui sera un modèle unique, qui sera adossé aussi à d'autres disciplines que celles de santé, telles que les disciplines que j'ai citées tout à l'heure, beaucoup dans les UFR des sciences, évidemment, mais aussi en psychologie, en STAPS par exemple. Il faut que les étudiants, quand ils vont faire le choix de leur inscription, s'inscrivent dans la discipline pour laquelle ils ont à la fois le plus d'appétence et à la fois le plus de chances de réussir et le plus envie de continuer si toutefois ces études ne les emmenaient finalement pas vers les études de santé. Le dernier sujet à ce propos, c'est concernant la filière pharmacie, qui connaît des difficultés. Là aussi, certains présidents d'université ou doyens commencent à parler d'une licence post-bac de pharmacie. Est-ce que ça peut être étudié ou c'est pas du tout à l'ordre du jour? Alors, effectivement, certains doyens de pharmacie ont cette revendication. Ce n'est pas forcément la position des étudiants, d'ailleurs, qui aiment bien être dans un système qui est plutôt un système de santé, qui est plus large, qui comprend l'odontologie, la pharmacie, la santé, la médecine, toutes les filières paramédicales également. Certains présidents également seraient prêts à tenter une expérimentation en ce sens. Peut-être peut-on les laisser expérimenter et essayer de tirer les conclusions de cette expérimentation. Il n'y a pas de position totalement homogène sur cette question. Il faut dire que les organisations internes aux universités aujourd'hui sont aussi hétérogènes, avec parfois, par exemple, des UFR de médecine, des UFR d'odontologie, des UFR de pharmacie, et puis parfois des UFR de santé, où un grand rapprochement a été fait entre professions médicales et y compris paramédicales. Et donc on part de points de départ qui sont relativement différents. En tant que président de France Université, je voulais avoir aussi votre regard sur la précarité étudiante qui tend encore à s'aggraver. Là aussi, qu'attendez-vous de l'État et des collectivités pour améliorer le quotidien des étudiants? La précarité étudiante, elle est stable. Elle est stable, mais elle est haute. Elle est stable sur un plateau qui est un plateau haut. On a depuis maintenant 5-6 ans, je crois, avec à la fois des enquêtes, par exemple de l'Observatoire de la vie étudiante, qui sont des enquêtes qui sont sur des cohortes qui sont extrêmement importantes, et régionalement très diversifiées. On a, avec la crise du Covid, appris quand même beaucoup de choses. Et donc, on a vu, en particulier, tous les enjeux qu'il peut y avoir de précarité numérique, de précarité alimentaire, de précarité économique, de précarité sur les enjeux de santé mentale, qui sont des enjeux extrêmement importants qu'on a tous identifiés. Donc nous, ce qu'on essaye de faire à notre échelle, déjà, c'est de répondre et d'essayer de répondre avec nos partenaires aussi bien que possible à tous les besoins primaires de nos étudiants. Ça veut dire se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner. Grosso modo, c'est de ça dont les étudiants ils ont aujourd'hui le plus besoin. Et puis après, on a tous les besoins que je vais qualifier de secondaires, que les étudiants peuvent saisir ou pas, c'est de leur choix, qui peuvent paraître un petit peu plus subalternes, c'est la culture, c'est le sport, l'engagement étudiant.
par exemple, l'engagement associatif. Et là, on voit que c'est un peu à façon, mais ce n'est pas complètement anodin, parce qu'on voit qu'un étudiant qui saisit bien l'ensemble de ses prérogatives, l'ensemble de ses possibilités de culture, de participation à des activités sportives, de participation à la bibliothèque universitaire, sont des étudiants qui sont mieux insérés, qui réussissent mieux. Alors après, ce qu'on peut attendre de l'État là-dedans, c'est un appui, évidemment. Et puis, vous le savez, beaucoup d'organisations représentatives étudiantes, et France Université soutient cette idée, attendent une réforme des bourses sur la vie étudiante, qui soit la deuxième étape de la réforme paramétrique qui avait été abordée, je crois, en 2022 ou en 2023 par un précédent ministère, et qui avait abouti à la conclusion qu'il y avait d'autres efforts à faire et d'autres réformes à faire sur ce système de bourse. Et donc, on sait le budget actuel très contraint, on le vit au quotidien, mais effectivement, il y a des attentes de l'ensemble des partenaires sur ce sujet. Et donc ce serait quoi l'idée de repenser le système des aides sociales et des bourses? Ce serait d'emmener davantage de jeunes dedans, parce qu'il y avait aussi eu à un moment donné des présidents d'université qui souhaitaient l'allocation d'études universelles. C'est deux choses différentes. Oui, ça peut être deux choses différentes. Après, le sujet peut exister, mais déjà, on a un certain nombre de sujets. Vous voyez, par exemple, quand on voit que le nombre d'étudiants boursiers aujourd'hui diminue en France, ça veut dire qu'il y a probablement un problème de réestimation des barèmes. Quand vous voyez que vous avez des effets de seuil aussi d'un échelon à l'autre qui peut se jouer à très peu de choses, il y a une réflexion sur la linéarisation de ces aides qui doit être menée et qui devait être menée. Vous avez la question également de savoir est-ce qu'il faut séparer les étudiants des cohabitants ou non. C'est une vraie question, ce n'est pas tout à fait le même coût pour les étudiants. Vous avez la question de savoir s'il faut agréger les aides sociales dans cette nouvelle modalité de bourse. Donc il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser, qui peuvent avoir des impacts importants. Par exemple, est-ce qu'il faut toucher à la demi-part fiscale des parents ? Vous voyez, donc il y a une grande réflexion à avoir d'une réforme plus en profondeur que la première réforme, qui avait cette vertu d'engager des moyens immédiats pour rehausser des seuils qui n'avaient pas été rehaussés depuis assez longtemps. Un grand merci à vous. Merci. Hélène Boulanger, bonjour. Bonjour. Alors depuis plusieurs mois, de nombreuses universités ont tiré la sonnette d'alarme quant à leur situation budgétaire, financière difficile. Souvent, le désengagement de l'État est pointé du doigt, qu'il s'agisse de compensation partielle de hausse des salaires ou, par exemple, la flambée des coûts de l'énergie. Quel est votre regard, vous, sur la situation des universités françaises en 2025-2026 ? Alors, je pense qu'il faut déjà rappeler que les universités sont des opérateurs de l'État qui réalisent des missions de service public au bénéfice du plus grand nombre, avec toutes les exigences de qualité qui sont celles des universités. Nous accueillons et nous formons toujours plus d'étudiants chaque année depuis maintenant plus d'une décennie. Nous rendons toujours plus de services aux entreprises. Nous démultiplions nos actions et nos forces pour servir les politiques publiques de l'État, et ça dans tous les domaines quasiment. Je pense qu'on peut être fier de ce que nous avons accompli, de ce que nous continuons à accomplir, et nous le faisons avec toujours moins de titulaires, c'est-à-dire moins de bras et plus d'énergie déployée, plus d'efforts au service de l'intérêt du plus grand nombre. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que nous faisons des efforts depuis des années et que ces efforts, nous ne pouvons pas en bénéficier ou en faire bénéficier nos étudiants, nos partenaires, parce que ces capacités à investir, en fait, disparaissent sous une forme d'asphyxie progressive des finances des établissements. On fait des efforts, on va chercher des ressources propres. D'ailleurs, au passage, ça génère de la trésorerie dont on nous reproche aujourd'hui l'existence pour arriver en fait à tenir nos missions, toujours avec nos exigences et au service du plus grand nombre. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. À côté de ça, on a un système de financement qui aujourd'hui manque de cohérence, notamment en raison de transferts de charges qui ne sont pas assurés et qui ne sont pas compensés à leur juste hauteur ou à leur juste valeur. Et ça contribue à dégrader de manière assez significative la situation financière des établissements, donc leur capacité à agir, donc leur capacité à investir pour préparer l'avenir. Pour moi, la situation elle est grave aujourd'hui, grave parce que on a une augmentation d'activité qui a été sous-financée depuis des années.
On n'a pas été aidé ou soutenu ou accompagné face aux effets de l'inflation, par exemple. On a des charges qui sont décidées à un endroit mais payées à un autre. C'est un peu une infraction à la règle du décideur-payeur. Si quelqu'un décide d'augmenter votre salaire, il est légitime que ce soit ce quelqu'un-là qui assume les conséquences de cela. Nous, ce n'est pas le cas. On a souvent des décisions qui sont prises à un endroit et qui nous sont transférées sous forme de nouvelles charges, en fait, et pour lesquelles on n'a pas de financement pour les accompagner. C'est un mécanisme qui, d'année en année, et plus particulièrement ces 3 dernières années, enfin, si je compte 24, 25 et bientôt 26, c'est un mécanisme d'asphyxie progressive des établissements, avec certaines universités qui sont aujourd'hui dans des difficultés financières extrêmement préoccupantes. Et ça a des conséquences sur nos activités. Je ne vois pas comment on peut continuer à tenir autant en matière de formation, à tenir autant en matière de services rendus à nos partenaires, à tenir autant en matière de services rendus globalement sur nos territoires, si la situation continue à se dégrader ainsi. Justement, à la veille du budget 2026, alors que les discussions sont en cours, est-ce que vous êtes inquiète? Et justement, qu'est-ce qui vous alerte le plus dans justement les discussions actuelles? Alors, dans les discussions actuelles, ce qui m'alerte le plus, c'est que la règle le principe du décideur-payeur, celui qui décide et celui qui paye, n'est pas respecté. C'est une forme d'incohérence en fait dans le fonctionnement de l'ensemble du système. Quelqu'un décide. Et c'est quelqu'un d'autre à qui on demande de prendre en charge ou d'assumer les coûts de cette décision. C'est le cas pour la contribution aux pensions, aux retraites de la fonction publique d'État. C'est le cas pour la protection sociale complémentaire qui va être déployée au bénéfice de l'ensemble des personnels. La décision a été prise à un endroit et on nous demande aujourd'hui de l'assumer. C'est le cas pour les augmentations de salaire qu'on a appelées à un moment les mesures Guérini, qui ont été très partiellement compensées et dont on traîne encore un bout de charge aujourd'hui. Ça n'est plus tenable. Vous parlez d'une situation grave pour les universités. Pour autant, hier, le ministre Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a plutôt relativisé en disant que la situation des universités n'était pas systématiquement dramatique et d'ajouter « ce n'est pas Zola non plus ». Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la même grille de lecture ? Alors ce n'est pas Zola non plus. Je pense que les communautés universitaires dans leur ensemble apprécieront la formule et sa portée. Pour le reste, quand on parle de situation dramatique, de quoi on est en train de parler? D'établissements qui sont aujourd'hui contraints de prendre des mesures extrêmement fortes, de réduction du nombre d'emplois publiés, de coupes dans les allocations de fonctionnement pour les composantes de formation ou les unités de recherche, de mesures de restriction et d'économie générale à peu près sur tous les volets. C'est moins de livres dans les bibliothèques universitaires, moins d'abonnements, moins d'efforts pour entretenir le réseau Wi-Fi dans les établissements, moins de travaux. Est-ce que c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'une université ne soit pas en situation de pouvoir réparer un trou dans une toiture? Voilà, on a des établissements qui sont dans une situation véritablement extrêmement compliquée, mais d'une manière générale, le fait de priver les établissements, les universités françaises de leur capacité à investir, pour moi c'est dramatique, parce qu'on n'est plus en train de préparer l'avenir, parce qu'on n'est pas en train de travailler pour notre jeunesse, on est sur des problématiques qui nous entraînent vers le passé. Justement, vous commenciez à parler d'achat de moins de livres dans les bibliothèques universitaires. On a Sorbonne Université qui a par exemple fermé une école de psychomotricité. Est-ce que c'est le risque que ces fermetures de facultés ou d'écoles se multiplient à l'avenir ? Alors, à minima, oui, on risque des fermetures de formation, si ce n'est des fermetures de composantes, voire des fermetures de campus à moyen ou long terme. C'est inévitable. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de se tenir, parce que nous n'avons pas vraiment la capacité à nous endetter. Et j'entends les leçons de gestion que l'on nous donne, mais nous nous efforçons de travailler avec les moyens dont nous disposons. Et nous nous refusons, par exemple, à prendre des mesures ou des dispositions dont nous ne sommes pas capables d'assumer les conséquences financières. Voilà. On n'a pas quelqu'un à qui transférer les factures, en fait. Parmi les reproches qui sont faits aux présidentes d'université, c'est de ne pas être allé chercher, par exemple, les frais de scolarité pour les étudiants extra-communautaires avec Bienvenue en France, ou même sur l'apprentissage, de ne pas s'être assez porté sur le sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ces reproches ?
Alors pour moi, l'apprentissage s'est quand même considérablement développé dans l'enseignement supérieur et la recherche dans les universités françaises publiques. On a fait des efforts en ce sens et la progression est assez significative là pour le coup. Mais l'apprentissage, c'est bien davantage qu'une ressource, c'est d'abord une modalité pédagogique. Et c'est en ce sens-là qu'il faut l'appréhender, et c'est en ce sens-là que France Université s'engage en fait pour le développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Une modalité pédagogique qui transforme la manière dont on forme les étudiants aux compétences dont nos entreprises et nos partenaires ont besoin. C'est une modalité pédagogique qui favorise l'accès à l'enseignement supérieur. Enfin, France Université a mené une enquête qui démontre que 30% des étudiants aujourd'hui en apprentissage n'auraient pas fait d'études dans le supérieur s'il n'y avait pas eu ce dispositif-là. Donc c'est une modalité pédagogique, une modalité qui favorise l'égalité des chances. En revanche, en matière de financement et d'engagement dans l'apprentissage, il y a une exigence de qualité. Cette exigence de qualité, elle doit être au rendez-vous dans l'enseignement supérieur. Nous appelons à conditionner l'accès aux aides à l'apprentissage au respect d'un certain nombre de règles minimales en matière de qualité de formation pour les étudiants et les étudiantes. Est-ce que demain, la modulation des frais de scolarité pour les étudiants, comme le fait Sciences Po ou Dauphine, pourra être un moyen justement d'augmenter les rentrées dans les universités ? Alors je me méfie beaucoup des caricatures ou des solutions simplistes qui peuvent apparaître de bonnes solutions ou des solutions faciles pour une situation qui est quand même relativement complexe et qui nécessite d'être étudiée. Pour France Université, il n'est pas question de discuter de quoi que ce soit concernant les droits d'inscription, sans dogmatisme aucun, parce que nous sommes prêts à étudier les différentes possibilités qui existent. Pour nous, ce qui importe, c'est l'égalité des chances. Mais aujourd'hui, le premier frein pour l'égalité des chances, c'est le système des bourses, des aides sociales pour les étudiants. La situation, là aussi, est plus particulièrement inquiétante. Nous avons des étudiants qui... Zola s'y retrouvera peut-être, qui sont contraints d'accéder aux ressources des banques alimentaires pour pouvoir se nourrir, qui ont beaucoup de difficultés pour pouvoir se loger et qui étudient dans des conditions qui ne favorisent pas la réussite. Ça, pour moi, c'est le vrai problème d'égalité des chances. Et c'est à ça qu'on devrait s'atteler. Et tant qu'on ne s'y sera pas attelé, il n'est pas question de parler de droit d'inscription ou de quoi que ce soit dans ce registre-là. Merci Hélène Boulanger. Je voulais qu'on parle des appels à projets. Depuis une dizaine d'années, on a vu une multiplication des appels à projets, souvent cités comme des leviers de financement. Est-ce que d'une part, ces appels à projets suffisent pour rester dans la course à l'innovation ? Et d'autre part, est-ce que ça ne crée pas un enseignement supérieur à deux vitesses entre les lauréats et les non-lauréats ? La question des appels à projets ou du financement sur projet, de manière générale, elle doit être appréhendée en faisant un petit pas de côté. Parce que ce n'est pas tant la question des appels qui est en cause. Pour moi, il est légitime, par exemple, que pour servir les politiques et la stratégie nationale en matière de recherche ou la stratégie européenne en matière de recherche, il est tout à fait légitime qu'il y ait des appels à projets pour accélérer, par exemple, les travaux dans tel ou tel domaine qui paraît d'intérêt stratégique. Et il est exact que, suivant ces domaines d'intérêt stratégique, ça va mettre l'accent ou ça va mettre des fonds supplémentaires à tel ou tel endroit ou dans tel ou tel domaine disciplinaire et créer une certaine forme d'inégalité. Pour moi, le problème n'est pas là. C'est légitime, une nouvelle fois, que cela se produise. Le problème, il se situe dans l'équilibre entre les financements récurrents et les financements par appel à projet. Ça s'est complètement inversé au cours des dernières années. Et quand on n'a pas assez de financements récurrents, on perd des compétences et des expertises dont peut-être demain on aura besoin. Est-ce qu'il faut que je rappelle qu'au moment de l'apparition du Covid, on s'est aperçu qu'en fait sur le coronavirus, on n'avait plus grand-chose qu'on arrivait à financer en termes de recherche dans nos établissements? Est-ce qu'il faut que je rappelle que la recherche sur l'énergie nucléaire, par exemple, elle a été quasi stoppée ou à l'arrêt pendant plusieurs années avant que d'un seul coup ça devienne une priorité nationale? Oui, bien évidemment, ces priorités nationales, elles sont importantes, ces priorités européennes, elles sont importantes, mais elles doivent s'appuyer, pour pouvoir être activées, elles doivent s'appuyer sur un système permanent et solide de compétences et d'expertise qu'on peut mobiliser pour les activer. Donc pour moi, le problème principal aujourd'hui, c'est la proportion entre financement sur projet et financement récurrent. On parlait de l'enseignement supérieur à deux vitesses. Est-ce qu'on n'a pas d'un côté des grandes universités maintenant qui sont un peu nées de fusion et de l'autre des plus petites universités qui vont peut-être avoir du mal demain, d'une part à se financer, mais aussi avec la baisse démographique qui se profile ?
C'est une question très importante. Enfin, je pense que le système d'enseignement supérieur, il n'a jamais été un système avec des acteurs totalement homogènes et totalement identiques les uns aux autres. On est différents les uns par rapport aux autres. On a des capacités, des ressources qui sont différentes. On a aussi un rapport au territoire qui est différent. On a des activités qui sont différentes. Et cette hétérogénéité, il faut transformer ça en force, en fait. Chacun utilisant ce qui peut finalement lui permettre de s'exprimer au mieux dans le contexte qui est le sien. Nous ne sommes pas pour une uniformisation, nous voulons arriver à un mode de fonctionnement en fait, qui nous permet de tirer parti au mieux des forces qui sont celles de chacune et de chacun. Ça renvoie aussi à la question des financements récurrents par rapport au financement par appel à projet que j'évoquais tout à l'heure. Vous parlez de la baisse démographique qui est annoncée pour la prochaine décennie. C'est plus un problème pour les territoires que pour les universités. En tout cas, ce n'est pas plus un problème, c'est d'abord un problème pour les territoires avant d'être un problème pour les universités. La baisse démographique, à terme, c'est la disponibilité ou la capacité en fait, à mobiliser des compétences au service d'un écosystème économique. C'est la difficulté qu'on va avoir, par exemple, à alimenter en compétences cadres intermédiaires et cadres supérieurs des entreprises qui sont essentielles pour des enjeux de souveraineté, de compétitivité des territoires et puis de la nation d'une manière générale. Mais ça n'est pas forcément une forme de fatalité. Pourquoi ? C'est parce que nous avons aussi sur nombre de ces territoires des phénomènes d'autocensure, c'est-à-dire des étudiants brillants qui renoncent à s'engager dans des études supérieures parce qu'ils considèrent que ça n'est pas pour eux, parce que c'est inaccessible, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est économiquement inenvisageable. Nous avons des efforts à faire en direction de ce public-là. Et puis, disons-le carrément, il faut penser une politique migratoire au service de nos territoires et au service de leur développement économique. Se voiler la face à ce sujet-là, c'est probablement se placer dans des difficultés extrêmement importantes. Et puis, je terminerai pour revenir sur une question de cohérence de tout cela. Actuellement, les politiques publiques nous engagent à des formes de régionalisation ou de territorialisation des activités en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il faut amener des dispositifs de formation au plus près des étudiants. Et c'est assez logique puisque le facteur éloignement est assez déterminant dans la réussite et dans l'engagement dans l'enseignement supérieur pour ces étudiants. Pas de sujet de ce côté-là. Mais de l'autre, on peut recevoir des injonctions de services de l'État qui nous parlent par exemple d'éclatement géographique quand on a trop de campus avancés sur un certain nombre de territoires. Donc, une nouvelle fois, sur ces sujets-là, j'en appelle à la cohérence et à la clairvoyance. Il faudrait qu'on se concentre davantage sur notre avenir que sur des questions qui concernent plutôt notre passé. Plus globalement, l'instabilité politique avec un ministre qui n'est pas reconduit, qui est finalement reconduit, la menace d'une censure ou d'une dissolution, est-ce que ça vous impacte, vous, les présidentes et présidents d'université, dans la gestion justement de vos établissements ? De la même manière que tous les acteurs socio-économiques le sont. Moi, je travaille au quotidien avec des chefs d'entreprise qui me disent régulièrement que l'absence de visibilité ou de lisibilité entrave leur action. Ça entrave l'action des présidents d'université. Mais plus grave, c'est l'instabilité qui pèse sur l'ensemble de la société. On est aujourd'hui dans un registre de tensions entre des collectifs, de tensions interpersonnelles. Nos communautés universitaires y sont aussi exposées. Je pense que ça a un effet quand même assez significatif sur notre morale à toutes et à tous. Est-ce que selon vous, la jeunesse et l'enseignement supérieur est un peu le grand absent des débats aujourd'hui nationaux ? C'est beaucoup la jeunesse, c'est beaucoup l'avenir qui sont absents. On parle beaucoup de temps à parler des retraites, par exemple. C'est assez symptomatique. Penser à demain est quelque chose qui semble très compliqué. Alors, c'est peut-être lié à cette instabilité politique, je ne sais pas, mais on a besoin de vision, on a besoin d'avoir des interlocuteurs un petit peu visionnaires qui préparent un avenir qu'on aimerait bien participer à
à nourrir. Je pense que chacun a envie de s'engager à construire une société plus juste, plus durable. Mais les espaces aujourd'hui sont un petit peu fermés. Alors qu'on ne parle pas des universités aujourd'hui, qu'on ne parle pas de la jeunesse, c'est pour moi un vrai sujet. C'est potentiellement pourtant le secteur dans lequel il faudrait parier si on veut tenir son rang, si on veut vraiment servir et sans faux discours et sans faux semblants nos intérêts en termes de souveraineté et de compétitivité, oui, très clairement. Concernant l'apprentissage, on observe cette année un désengagement de l'État avec une hausse notamment des coûts contrats. Est-ce que vous l'observez dans vos facultés, dans vos établissements, avec une difficulté aussi pour les jeunes de trouver un contrat d'apprentissage? Alors c'est effectivement plus difficile. C'est compliqué pour nous aujourd'hui, sans études vraiment complètement stabilisées, d'être vraiment très catégorique. Donc vraiment ce que j'observe autour de moi de manière très proche dans mon établissement, donc qui n'a pas forcément valeur de généralité, c'est oui, des temps plus longs pour trouver un contrat d'apprentissage, des difficultés à trouver des contrats d'apprentissage sur plusieurs années aussi, ce qui est probablement lié aussi à l'insécurité des employeurs. Est-ce qu'on va parier, par exemple, sur un contrat d'apprentissage pour un ingénieur en 3 ans aujourd'hui? Est-ce qu'on va le faire sur 3 ans? Voilà, difficulté à s'engager, oui, qui pèse effectivement sur l'activité. Je pense que ça sera plus important en 2026 encore, mais on en perçoit déjà les effets, comme on en perçoit également les effets sur les prestations de recherche ou les contrats de recherche partenariale avec les entreprises. Oui. Merci Hélène Boulanger. Merci. Jean-François Huchet, bonjour. Bonjour. Alors dans cette partie, on va parler notamment des classements nationaux et internationaux qui sont assez scrutés aujourd'hui par les jeunes, les lycéens, les parents. Vous, en tant que vice-président de France Université, mais aussi président de l'INALCO, quel est votre regard sur ces classements? Est-ce qu'on doit les prendre au sérieux? Oui, on doit les prendre au sérieux. Ils ont fait leur éruption il y a déjà maintenant quelques années pour répondre aux défis de la circulation de plus en plus internationale des étudiants, avec une offre en matière d'enseignement supérieur qui dépasse maintenant très largement les frontières. Et donc, ils répondaient à une exigence, je crois, du point de vue des parents et des étudiants pour savoir dans quelle université il convient d'aller, où les formations sont de très bonne qualité. Donc de ce point de vue, ils nous permettent de nous renseigner quand même, nous donner une idée quand même assez précise de la qualité d'un certain nombre de formations et de recherches. Maintenant, ils ne sont pas l'alpha et l'oméga aussi pour tous les établissements. On a des établissements qui sont très particuliers. Par exemple, je vois pour mon établissement à l'INALCO, on a un peu de mal à se positionner dans ces grands classements d'universités pluridisciplinaires. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et puis, je pense que nous, du point de vue de France Université, et on va y venir très certainement, on a un certain nombre de classements qui ont, par exemple, où la question des libertés académiques n'apparaît pas du tout, et donc on militerait en faveur, par exemple, de classements qui puissent inclure ce genre de données. On y reviendra juste après. Est-ce que justement ces classements peuvent être un levier d'attractivité? On a parfois le sentiment que ça crée justement des inégalités avec d'une part des très grands établissements, des mastodontes qui sont nés de fusion de 3, 4, 5 universités, et de l'autre des établissements un peu plus régionalisés qui n'apparaissent pas dans ces classements. Est-ce que ça ne crée pas justement un sentiment d'injustice? Alors ça peut effectivement créer ce type de différence. Néanmoins, je pense que c'est une réalité qui existe. Et l'enseignement supérieur français aujourd'hui a été structuré autour des grands investissements et notamment de la distribution des initiatives d'excellence et des ISIT qui permettent à ces établissements soit de fusionner, soit d'avoir véritablement beaucoup de composantes en leur sein. Donc je crois que c'est un paysage maintenant auquel tout le monde est habitué quelque part. Il faut néanmoins reconnaître et assumer qu'il y a des très bonnes formations en dehors de ces universités qui apparaissent désormais dans les plus grands classements mondiaux et qu'on conserve une très très bonne qualité en matière de recherche et de formation dans les universités qui ne sont pas dans les 100 premières classées, même si il faut se réjouir effectivement que les grandes universités françaises aient pu intégrer ce classement qui ne reflétait pas, quand nous n'y étions pas, la force véritablement de la recherche française.
Qu'est-ce que vous répondez aux parents ou aux jeunes qui, au moment de Parcoursup, par exemple, se disent « Moi, je suis prêt à aller à 200, 300, 400 km pour aller dans une université dite un peu mieux classée ». Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Écoutez, je pense que ça dépend beaucoup véritablement des enjeux professionnels. Ça dépend de beaucoup de variables pour les parents et pour les enfants. C'est vrai qu'on note que l'attractivité du territoire parisien est toujours aussi forte. Néanmoins, on sait parfaitement, et c'est une chance aussi, je pense, en France, nous avons un territoire qui est beaucoup moins hiérarchisé que dans d'autres pays de ce point de vue. Et encore une fois, je pense que nous avons des formations, je pense, pour ce qui est le plus demandé aujourd'hui. Je pense à des formations de médecine, de droit, de sciences économiques, qui sont de très grande qualité en dehors des grandes universités qui sont classées à Shanghai. Donc je pense que ça mérite, du point de vue des parents, de regarder très attentivement par rapport au projet professionnel de l'étudiant, s'il convient d'aller faire 400 ou 500 km en plus. Vous avez commandé le rapport « Défendre et promouvoir la liberté académique » qui a été rédigé par Stéphanie Balm et publié le 15 octobre dernier. Pourquoi avoir commandé justement ce rapport ? Écoutez, on a commandé ce rapport et les choses se sont d'ailleurs accélérées depuis la commande de ce rapport parce que nous constations un peu partout dans le monde et en particulier dans un certain nombre de pays européens comme la Hongrie qu'il y avait des atteintes aux libertés académiques. Depuis, malheureusement, nous constatons que ces atteintes aux libertés académiques se sont approfondies dans un certain nombre de pays à l'extérieur de l'Europe, mais que nous avons des formes d'atteinte aux libertés académiques qui commencent à toucher aussi la France. Certaines proviennent de l'étranger, proviennent de pays qui cherchent à contrôler leur image et qui cherchent à contrôler le narratif qui est produit par des chercheurs français. On a eu plusieurs cas. Et puis on a aussi des atteintes, je dirais, plus diffuses, plus difficiles parfois aussi à qualifier, à repérer, à l'intérieur même de la sphère nationale, qui peuvent aller d'interventions, par exemple, politiques ou provenant des réseaux sociaux, et qui effectivement portent atteinte aux libertés académiques. Donc je crois que ce rapport vient à point nommé. Il montre aussi très clairement que lorsque nous avons une modification par moment sur des alternances politiques, on peut avoir une dégradation très très rapide de liberté académique, comme le montre la situation aux États-Unis, et qu'il faut véritablement nous préparer. Puis la dernière chose, je pense, c'est que nous sommes dans un cas particulier en France, où nous avons en fait à la fois une tradition longue, mais qui n'a pas été explicitée comme en Allemagne ou aux États-Unis, sur cette question des libertés académiques qui nous appartenait du côté du grand public, du côté de la constitutionnalisation, vraiment d'essayer de faire des efforts. Justement, vous parlez de la Hongrie, des États-Unis. Est-ce qu'en France, actuellement, la situation est préoccupante ? Est-ce que vous avez déjà repéré des atteintes à la liberté académique ? Et si oui, comment ça se traduit ? Alors, il faut être clair. Heureusement, l'Europe, à l'exception de la Hongrie, reste un îlot de préservation des libertés académiques lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'échelle mondiale. Et à l'intérieur de l'Europe, la France reste un pays où les libertés académiques sont maintenues. Donc il faut s'en réjouir. Ceci étant dit, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de signes qui montrent que si nous avions une évolution politique majeure, nous ne sommes pas forcément bien protégés. Et donc il faut je crois, être très attentif à cette question. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre comme je le disais, de signes qui montrent de la part parfois de certains partis politiques ou des évolutions récentes que l'on note sur les pratiques dans les réseaux sociaux qui montrent qu'il peut y avoir à un certain moment donné des dégradations. Donc il faut être aussi très attentif et il nous appartient de renforcer en fait tous les mécanismes qui permettent de protéger la liberté académique
Et je pense qu'il faut que le grand public en ait conscience, et en particulier les étudiants, que la liberté académique, comme la liberté de la presse, c'est un des piliers de la démocratie. Et donc il faut bien comprendre que quand c'est attaqué, eh bien, on attaque aussi la démocratie derrière. Alors, dans les 10 propositions que vous souhaitez porter, figure la promotion d'une culture de la liberté académique dans la société et la constitutionnalisation de la liberté académique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, certains pays européens ont déjà inscrit, comme l'environnement, le droit à l'avortement, les questions de liberté de la presse, sont déjà inscrites dans leur constitution. L'Allemagne, l'Italie, les États-Unis ont reconnu à l'intérieur de leur constitution le principe du respect des libertés académiques. Donc il nous apparaissait important de porter ce plaidoyer. Nous ne le ferons pas seuls, nous le faisons aussi avec d'autres, et notamment avec certains partis politiques qui ont déjà proposé des projets de loi qui vont dans ce sens, mais il nous apparaît important de le faire connaître au grand public, et je pense que la question de la constitutionnalisation est un moyen pour le faire connaître. Et puis par ailleurs, du point de vue du grand public, il faut bien comprendre et essayer de faire comprendre comment fonctionne la science, pourquoi est-ce qu'on doit avoir cette liberté académique qui est différente de la liberté d'expression. Elle nous impose aussi un certain nombre de règles déontologiques, scientifiques, lorsque nous réclamons des libertés académiques dans l'espace, effectivement, de la recherche. Et les chercheurs, eux aussi, doivent respecter cette éthique pour pouvoir justement parler au nom de la science qui, maintenant, depuis plusieurs siècles, fait progresser la société. Donc, je crois que c'est une liberté qu'il faut faire connaître encore un peu plus au grand public. Justement, à l'heure de la remise en question de la justice, vous parliez de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que la constitutionnalisation protégerait justement cette dite liberté académique? C'est un des aspects de la protection. Elle ne peut pas être, ce n'est pas l'unique moyen, on le sait, et l'exemple des États-Unis le démontre très clairement que lorsque on a une évolution politique, malgré le fait d'avoir inscrit cela dans une constitution, ne permet pas effectivement d'avoir une protection très efficace contre des atteintes qui proviendraient du politique. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'aucun mécanisme n'est en capacité véritablement de bloquer une action politique, mais c'est par la multiplication en fait de ces mécanismes de protection que l'on pourrait quelque part aussi ralentir si une évolution politique venait à survenir dans notre pays. Et puis par ailleurs, nous avons une multiplication des cas et il faut se doter, par exemple sur les procédures Bayon qui touchent un certain nombre de chercheurs qui peuvent provenir soit des milieux économiques, soit de puissances étrangères. Il faut absolument se doter de mécanismes un peu plus puissants, les renforcer pour pouvoir protéger aussi les chercheurs par rapport aux atteintes dont ils peuvent faire l'objet. Alors je fais un point avec la liberté aussi d'expression. Les universités françaises sont souvent la cible d'attaques politiques et de tentatives d'instrumentalisation, notamment de la part de certains partis politiques ou syndicats. Pourquoi êtes-vous un enjeu majeur pour eux, justement? D'abord parce que c'est là où est la jeunesse. Et qu'il y a, je crois, un enjeu de contrôle, je pense, de la pensée de la jeunesse. C'est là où se déroule également un certain nombre de débats. Et donc, on souhaiterait par moment, je pense, caricaturer un petit peu les débats qui se déroulent dans les universités, d'où la question aussi très importante pour les chercheurs de pouvoir continuer à faire leur travail et donc à s'exprimer dans le cadre de cette liberté académique, mais qui aussi est très exigeante de la part des chercheurs, pour qu'on puisse avoir des débats éclairés. Donc je pense que l'université reflète aussi la polarisation aussi des débats, des idées que nous retrouvons dans la société française. Et donc nous sommes traversés aussi par toute cette évolution et ça explique pourquoi, mais c'était déjà le cas dans les années 60 ou 70. Je pense que de ce point de vue-là, l'université reste un lieu qu'on cherche à instrumentaliser parfois lorsqu'il y a des périodes comme ça qui se cristallisent sur le plan politique et sociétal. Et il faut absolument, pour nous, essayer de résister à cette instrumentalisation.
Alors, on a vu depuis notamment le 7 octobre 2023 un certain nombre d'événements sur les campus des universités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la doctrine et la position de France Université justement sur certains dérapages ou certaines remises en question? Écoutez, cette doctrine, elle a toujours été très claire de la part de France Université. Nous avons des lois qui sont bien établies en France sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Et France Université a toujours rappelé sa volonté de faire respecter la loi sur les campus. Et les présidents d'université sont confrontés depuis, vous l'avez rappelé, depuis le 7 octobre à une multiplication parfois d'événements, d'atteintes et n'ont jamais, je crois, tremblé de ce point de vue pour justement faire appliquer la loi et essayer de faire en sorte que nous puissions rester un lieu de débat le plus apaisé possible sur la question des conflits, en particulier du Proche-Orient, mais pas que, puisque nous pouvons avoir aussi d'autres sujets de société très brûlants, mais qui doivent être abordés justement dans le cadre de ce que nous faisons, c'est-à-dire une production de la science. Alors justement, France Université a publié un certain nombre de communiqués de presse justement pour rappeler son combat, sa lutte contre l'antisémitisme. Pour autant, on voit toujours des événements qui se passent sur les campus. Est-ce que vous comprenez un peu cette dichotomie en quelque sorte entre les présidents d'université et ce qui se passe sur les campus? Alors, on ne peut pas être derrière tous les étudiants, on ne peut pas être derrière tous les syndicats, toutes les associations qui... à un certain moment donné, souhaitent organiser aussi un certain nombre d'événements dans les universités. Nous avons des procédures très claires où la parole contradictoire est toujours souhaitée. Il arrive bien évidemment qu'il y ait un certain nombre d'événements que nous n'avons pas souhaités ou des propos très regrettables, comme ça a été le cas récemment à Paris 8, ont pu être prononcés et nous les condamnons. Nous les avons condamnés à travers des communiqués de presse et nous continuerons à le faire et d'avoir une position très ferme sur ces questions. Merci. Je voulais qu'on aborde maintenant la question de la suppression des APL pour les étudiants internationaux non européens. C'est dans le cadre du projet de loi Finances 2026 qu'il y a justement cette idée de supprimer les APL. Que pensez-vous au nom de France Université de cette mesure? Écoutez, on a bien conscience aujourd'hui que la question budgétaire est très importante pour toute la France. Néanmoins, à l'heure où nous avons besoin de renforcer l'attractivité de la France en matière d'accueil d'étudiants étrangers, ça nous paraît être une mesure qui ne va pas dans le bon sens. Justement, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de tout ce qui est mis en avant, notamment dans Choose France for Science, et justement ces volontés de couper les APL? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu un manque de cohérence? Alors, je ne crois pas qu'on puisse faire le lien entre les deux, parce que Choose France for Science touche des chercheurs plus confirmés, et la France donne des moyens quand même qui sont très conséquents pour pouvoir les accueillir. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on ne touche pas ce genre de public, et bien heureusement. Merci Jean-François Huchet. Je vous remercie.